et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Lorsque j'ai découvert le compte Instagram « Parlez-moi d'elle », j'ai tout de suite cherché à savoir qui se cachait derrière ce cri du cœur et surtout à comprendre la raison pour laquelle ce cri était si intense. Et ce que j'ai découvert m'a autant émue que déstabilisée. Derrière ce compte, une jeune mamange, Yolanda, qui ne demande qu'une chose, qu'on lui parle de sa fille, Alice, décédée à peine 15 jours après sa naissance, et de tous ses bébés partis bien trop tôt. Sur son compte Instagram, Yolanda raconte chaque étape, chaque minute de la trop courte vie d'Alice. C'est sa façon à elle de continuer à la faire exister malgré la mort et de surtout lever le voile sur un sujet dont on parle trop peu, le deuil périnatal. Alors je lui ai tendu mon micro pour qu'elle nous raconte son histoire de maternité. Cette histoire qui se termine par la mort, certes, mais qui résonne davantage dans l'amour. Cet épisode pourra heurter les plus sensibles et si vous vous sentez fragile en ce moment, je vous demanderai de ne pas l'écouter. Pour les autres, je vous présente Alice. Vous pensiez être les seuls à galérer ? Mettez vos écouteurs et prenons un café. Donc bonjour, je m'appelle Yolanda, j'ai 35 ans. Je suis mariée depuis 11 ans à Ismaël, qui partage ma vie depuis 18 ans. Et puis nous avons deux filles, Inès qui aura 6 ans dans quelques jours et Alice qui aura éternellement 15 jours. Je vais commencer par te demander, est-ce que toi t'as toujours voulu être maman ? Alors oui, j'ai toujours voulu être maman. Je pense que je me suis pas forcément posé la question si je voulais l'être, enfin ça allait de soi finalement. Mais je vais pas forcément planifier ma vie en me disant j'aurai un enfant à tel âge ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a été assez égoïste avec mon mari, on a surtout pensé à nous. C'est égoïste mais pas dans le mauvais sens du terme, tu vois, on met toujours une connotation négative, mais c'est cool de faire des trucs en couple. Oui, voilà. Donc pendant très longtemps, on était bien tous les deux. On a voyagé, on a eu des projets, on s'est installés ensemble, etc. Et du coup, je pense que vraiment, à l'approche de la trentaine, ça commençait un petit peu, à me titiller. Puis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Donc, un 31 décembre, j'arrête la pilule. Le jour, la bonne résolution de l'année. Mais vraiment sans délai, en fait, en disant, si ça tombe durant l'année, c'est parfait, quoi. Et finalement, ça arrive pas tout de suite parce que je calcule pas les cycles, je calcule rien du tout. Mais arrive le mois de septembre et en fait, j'ai l'impression que je suis enceinte, j'ai un retard de règles et je fais un test, il est négatif. Et là, je t'avoue que dans ma tête, je me dis, t'es en train de te leurrer, de type, ouais, ça arrivera quand ça arrivera. Et en fait, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'être maman, quoi. Ouais. Et là, pendant 3 mois, c'était un peu compliqué parce que en fait, je me suis dit, ça va pas être si simple que ça. Ouais. Et finalement, c'est arrivé au moment où on s'y attendait le moins, quoi. Elle a été conçue aux alentours de Noël. Ah, le champagne. Donc, soit 1 an, en fait, après l'arrêt de la pilule. Et pour te dire, je m'y attendais tellement pas que je me suis rendu compte 3 semaines après parce que je rentrais plus dans mes soutiens-gorge. Et moi aussi c'était ça. Je rentrais plus du tout et je me suis dit, là quand même c'est bizarre. Mais sans forcément, tu vois, tout de suite mettre ça sur le compte de la grossesse parce que en fait rien n'avait été calculé. Et un jour, je me lève le matin, je me rappellerai toujours un samedi, j'avais cours de guitare dans 30 minutes, il y avait une copine qui venait me chercher, on prenait des cours de guitare ensemble. Et là, je me dis, je vais aller à la pharmacie, je vais acheter un test de grossesse, je vais rentrer, je vais le faire, quoi. Et je le fais, et là, il est positif. Et ma copine arrive genre 5 minutes après. Donc Ismaël, il est au lit. Moi, je pars à mon cours de guitare. Dans la voiture, j'écoutais même pas ce qu'elle me disait. J'étais dans mon truc et j'ai dû attendre 3 heures avant de lui annoncer véritablement, quoi. Après, j'ai confirmé avec une prise de sang et voilà, c'est comme ça vraiment que notre
première aventure a commencé. Et comment il a réagi, lui Il s'y attendait, mais tellement pas. Enfin, on était hyper heureux parce que vraiment, on était prêts, voilà, l'un comme l'autre, à devenir parents. Et c'est vrai que le fait de n'avoir rien calculé, ça rajoutait en fait à cette magie vraiment de l'instant. Donc ouais, il était vraiment heureux. La grossesse s'est bien passée? La grossesse s'est extrêmement bien passée. Je fais vraiment partie de ces femmes un peu, on va dire, chiantes qui ont des grossesses où tout se passe bien. Et je suis encore plus en forme enceinte. Moi aussi, je suis dans la team chiante. Pas de jugement, du coup. Non, mais vraiment, c'est vrai, mes 2 grossesses idéales, quoi. Inès, j'ai même pas eu de nausées, quoi. J'ai honte de le dire, j'ai rien eu du tout. Après, tu peux rien, c'est comme ça, faut pas avoir honte de ça. Moi non plus, je n'ai jamais eu de nausées, je ne sais pas ce que c'est. Et tant mieux, en fait. Tant mieux, parce que ça arrive aussi, ces grossesses-là. Tout à fait. Et vraiment... sans aucune ombre au tableau, juste des sciatiques, quoi. Voilà, une sciatique vers la fin de la grossesse qui est assez difficile. Mais voilà, je tiens le coup, je tiens jusqu'au bout et vraiment, j'ai pas eu j'ai été arrêtée, juste j'ai pris mes 15 jours de congé pathologique, mais après c'était, j'ai rien eu du tout, quoi. Et donc, Inès, ça arrive, vous saviez que c'était une petite fille avant son arrivée? On savait que c'était une petite fille, on avait voulu le savoir. C'est vrai que j'ai un peu de mal à ne pas connaître le sexe. J'avais besoin, on va dire, de me projeter. Et surtout, j'avais un rêve fou, c'était d'avoir une fille. C'était mon rêve absolu, c'était d'avoir une fille. Alors, quand on nous annonçait que c'était une fille... là, on était... Enfin, que ce soit lui comme moi, d'ailleurs. Vous en aviez très envie. On avait très envie. Après, franchement, si c'était un garçon, ça aurait été la même chose. Mais là, pour le coup, en plus, c'est une fille. Donc, elle est arrivée 2 jours avant terme. Donc, c'était au bout du bout, à tel point que même la veille, j'avais été faire un monito de contrôle et on parlait déjà de l'après, en fait, la date de terme. Parce que, il se passait rien. Elle était bien là, quoi. Ah ouais. Il se passait rien du tout. Donc ça a été une surprise. Le jour où j'ai accouché, je me lève le matin, 10h, je perds les os. Ah bah. Pied par terre, je perds les os, je me dis, là, je crois que c'est bon. Donc, le temps d'appeler Ismaël, qui s'organise, j'avais appelé la maternité, il m'avait dit qu'effectivement, dans des cas comme ça, de rupture de la poche des os, il faut venir. Mais si tu veux, je prends le temps pour, je me rappelle encore, boucler mes petites valises, rajouter le petit gâteau pour Ismaël, au cas où, vraiment... t'avais perdu les os, mais t'avais pas forcément de contractions. J'ai commencé à avoir des contractions. J'ai commencé à avoir des contractions après 1h30. Et quand il est arrivé, là je tirais un peu la tête, quoi. Je commençais un peu à avoir mal. Et on est arrivé à la maternité sur les coups de 13h et j'ai accouché à 19h06. Donc, c'est chouette. Ah bah pour un premier accouchement. C'est génial. C'était parfait. C'est l'idéal. Et t'as pas trop souffert? Enfin, comment s'est passé l'accouchement? Non, j'ai pas Alors, je pense que je garde un plus mauvais souvenir des contractions finalement que l'accouchement lui-même. Les contractions, c'était atroce. Je les ai vraiment mal vécues. En plus, quand je suis arrivée à 13h, ils m'ont pas prise en charge. Enfin, ils m'ont prise en charge, mais en disant, bon, là, vous êtes juste dilatée, je sais plus, à 3, quelque chose comme ça. Donc on vous garde parce que vous avez perdu les os et que ça va être imminent, mais ça va être long, quoi. Et donc du coup, le temps que je pouvais tenir, parce que j'avais demandé une péridurale, on tient. Et donc j'ai tenu jusqu'à 16h et quelques, mais j'étais vraiment au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Et donc du coup, quand la péridurale est arrivée, après je t'avoue que les 3 heures suivantes, elles étaient beaucoup plus gérables en termes de douleur. L'accouchement s'est bien passé. Le seul truc que je regrette, parce que après, avec Alice, je garde même un meilleur souvenir de l'accouchement avec Alice, c'est que la péridurale était fortement dosée. Ce qui fait qu'en fait... T'as pas senti? Non. J'ai pas senti. Et en fait, j'ai l'impression d'être dépossédée de mon accouchement dans le sens où c'est elle, les sages-femmes, qui me disaient, elle arrive, madame, faut pousser. Mais moi, en fait, je sentais rien. T'aurais pas pu le faire toute seule, en fait. Non, j'aurais pas pu le faire à tel point qu'en fait, Inès, elle arrêtait pas de remonter. Et elle était obligée de me barrer le ventre pour que, en fait, elle descende, quoi. Donc, ça, c'est plus trop autorisé maintenant. Et ça, j'en garde, tu vois, un mauvais souvenir parce que pour moi, ça a été très éprouvant. J'arrivais pas à pousser comme il fallait du tout. Et après, elle est arrivée et voilà, quoi. C'était le bonheur à l'état pur. Vraiment le bonheur, T'as eu ce coup de foudre, quoi. Ah, j'ai eu le coup de foudre immédiatement. Je me revois pleurer, je me revois dire elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle, alors que bon, tu sais qu'à la naissance... Non, mais il y a des hormones en jeu, clairement. Mais du coup, c'est vrai que immédiatement, je l'ai aimée, quoi, enfin, tout de suite.
Ils l'ont emmenée, ils ont dû dégager un petit peu le nez parce qu'elle avait du mal à respirer. Donc Ismaël, il l'a accompagnée et tout ça. Et puis en fait, très vite, peau à peau, de 2 heures, enfin nickel quoi. Il y a vraiment eu aucune ombre au tableau. C'est beau. Ouais. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Ouais. Et votre parentalité à tous les deux, elle s'est installée, ça a été fluide chez vous ou Alors, pas? ça a été fluide. Ismaël, c'est vraiment quelqu'un qui est très présent au quotidien. Ouais. C'est un papa qui est très engagé. Enfin, très présent en tout cas dans son rôle de père. Mais je t'avoue que je pense qu'il m'a vraiment fallu moi, tu vois, 3 mois pour véritablement m'installer dans ce nouveau rôle. Ouais. Parce que j'ai cette impression en fait que tout est beau, faut que tout soit parfait, et en fait on prépare pas assez les femmes qu'il peut y avoir aussi des choses qui sont pas faciles en fait. Et puis on prépare vraiment pas, peut-être un peu plus maintenant, et encore j'en sais rien parce que j'ai pas été enceinte récemment, mais on te prépare pas au postpartum en non, fait. pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, en tout cas, à un certain moment, maintenant, on en parle un peu plus. Merci les réseaux sociaux et merci celles qui se battent pour qu'on en parle. Mais on parle, en tout cas, toi, au moment où tu as eu Inès et moi, par exemple, au moment où j'ai eu mon Alice, il y a 3 ans et demi, pourtant c'est pas si vieux, on parlait pas de postpartum, on parlait pas de tout ça et c'est assez déstabilisant parce que tu crois que tu vas gérer sur tous les fronts et être au taquet avec le glow, tu sais, de la maternité. Sauf qu'en fait, non, t'as plus de cheveux, enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que le choc de la réalité peut être parfois difficile en fait. Ouais, déjà il y a eu un premier choc, c'est j'avais prévu d'allaiter. Ouais. Et en fait, je me rends compte que bon, à l'époque, j'avais fait des cours de préparation, tu sais, à la naissance, mais dans le cadre de la maternité, c'est des cours collectifs et finalement tu rentres pas du tout dans les détails. Donc t'as un cours sur l'allaitement quand tu sais que c'est quand même quelque chose qui est pas facile parce qu'il faut arrêter les injonctions, c'est trop facile, c'est naturel, c'est ça, c'est pas c'est vrai. naturel mais compliqué. C'est compliqué, voilà. Et ça aussi, on ne le dit pas. Non. Et donc du coup, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai des montées de lait, mais je garde, je pense, un plus mauvais souvenir des montées de lait que de l'accouchement. Ah oui. Ça a été atroce parce que c'est arrivé d'un coup et que du coup, ils m'ont pas du tout accompagnée à la maternité ou bon, ça va faire 6 ans, mais à l'époque, ils étaient contre les tire-laits. Comment c'est possible? Ils en avaient pas. Ils ne procédaient plus comme ça. Donc je me retrouve avec des seins à la Pamela Anderson, Inès qui dort et la sage-femme qui me dit non mais il faut attendre qu'elle se réveille. Et moi dans ma tête je me disais ça va exploser. J'étais mais tellement mal et j'avais personne qui me disait quoi faire. On voyait aller au sein, non mais ça fonctionne bien. Personne passait pour te dire voilà les positions un peu physiologiques, comment bien tenir pour ci pour ça, rien du tout. Donc ce qui fait que j'ai mal vécu ce début vraiment d'allaitement. Et en fait ça s'est poursuivi quand je suis arrivée à la maison, où j'étais pas sûre de moi par rapport à ça. Et finalement quand t'es pas sûre de toi, finalement ton bébé le ressent. Ouais. Et Inès, voilà, une chose aussi qu'on m'avait pas dit, les tétés un peu à la demande. Ouais. On m'avait pas dit que ça allait être un peu comme ça. Oui, moi j'ai cru qu'ils étaient c'est comme régulés. le biberon toutes les 4 heures. Non, ça n'existe pas. C'est ça. Donc je me disais mais c'est pas possible, toutes les 2-3 heures. Enfin moi pour moi c'était toutes les 2-3 heures. Non, en fait je me disais c'est toutes les 2-3 heures justement. Et elle, comme elle s'endormait au sein, des fois toutes les 20-30 minutes, tu vois, à demander à téter. Et des fois j'y passais, non mais quand j'y repense, 1 heure en disant mais la pauvre, et j'étais pas accompagnée. Et à un moment donné, il y a une sage-femme, on a demandé qu'une sage-femme vienne à la maison, et là elle a pris le temps de m'expliquer. J'ai de nouveau été à la PMI, de nouveau ils m'ont expliqué, et en fait vraiment au bout de 3 semaines, là ça a commencé à se mettre en place, et là j'ai commencé à me sentir mieux. Mais aussi avec Ismaël qui est parti, qui a repris le travail. Le jour où il est reparti, que je me suis dit, je suis toute seule, il va falloir que j'assure avec le bébé. Moi, j'avais un bébé qui ne dormait pas durant la journée, ou très très peu. Donc quand les gens me disaient, mais surtout, faut dormir. Quand il dort. Mais elle dort pas. Elle dort pas. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Et je trouve que finalement, quand c'est en plus ta première grossesse, c'est peut-être qu'elle a ci, peut-être qu'elle a ça, tu devrais ci, ça. Et en fait, je me suis vraiment laissée happer par ça. Et c'est vraiment qu'au bout de 3 mois où j'ai dit stop, non, là c'est des pleurs parce qu'elle a faim, là c'est des pleurs parce que elle est fatiguée. Et quand j'ai vraiment commencé vraiment à m'affirmer dans mon rôle de maman, c'est là qu'en fait les choses elles ont roulé toutes seules en fait. T'as pris confiance. J'ai pris confiance,
J'ai pris confiance. Et puis après, bah, il y a toute la chute d'hormones. Ouais, tout le truc, quoi. Quand tu perds tes cheveux, justement. Ouais. Enfin, j'ai eu tout ça à gérer. Et comme tu disais, le postpartum, il n'est pas du tout expliqué comme il faut. Et tu te retrouves un petit peu seule à gérer tout ça, quoi. Après tout ça, tu disais, ça a commencé à vraiment rouler. Donc, vous continuez votre petite vie de parents. J'avais envie de te poser une question. C'était quoi ton idée de schéma familial avant même l'arrivée d'Inès? Tu t'imaginais avec combien d'enfants? Est-ce que tu t'imaginais avec des enfants déjà? C'était quoi ton schéma? Alors, en fait, j'avais un schéma de 2, voire 3 enfants. Mais quand Inès est arrivée, cette envie d'en avoir d'autres, en fait, elle a complètement été mise entre parenthèses. Ouais. Elle nous a comblés au-delà du possible. Enfin, vraiment, là-dessus, Inès, elle est arrivée et c'était de l'amour en barre. Et on s'est dit, oui, peut-être qu'un jour, il y aura un deuxième. Mais c'est même pas sûr. Ouais, c'est même pas sûr parce que très franchement, en fait, ça allait. Et quand les gens nous disaient... tu sais, quand ils commencent à avoir 2-3 ans, bah là... Ah oui, je vois bien. Petit deuxième. Je connais. Non, mais on est bien, en fait. On est bien comme ça. Et c'est vraiment que quand elle a eu 4 ans, que du coup cette idée, alors pour des raisons aussi particulières qui font que la première on était comblés et la deuxième, Inès a eu aussi des soucis de santé. D'accord. Et pendant 4 ans il y a eu je vais pas forcément révéler parce que c'est sa vie privée, oui, et un jour elle en parlera, mais pendant 4 ans en fait on était en attente en fait d'avoir vraiment un diagnostic. Aujourd'hui c'est une enfant qui a une vie complètement normale, elle n'est pas hospitalisée, etc. Elle a un suivi, il y a des adaptations qui sont faites. Mais du coup, nous, le chemin de la parentalité, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oui, bien sûr. Pendant 4 ans, il y a eu des inquiétudes, il y a eu des examens, il y a eu des attentes. Et finalement, en fait, on n'avait pas envie de se rajouter, si tu veux, encore de l'angoisse quand on ne savait pas ce qu'elle avait encore. Et quand on a su... En fait, finalement, ça a été assez libérateur. On s'est dit, mais en fait, ça fait juste 4 ans qu'on assure, quoi. Enfin, des fois, faut se le dire aussi. Ça fait du bien de se le dire. Ouais. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai eu cette révélation, moi, cet été non, mais en fait, ça va. Tout va bien. Et c'est important. Ouais. Et c'est libérateur pour ta parentalité, en fait, de se dire que ça va. Les gens te le disent autour. Mais en fait, toi... il te faut un peu plus de temps pour t'en rendre compte, quoi. Puis ça dépend de qui le dit. Ouais. Tu vois. Parfois, si c'est des gens très proches, des amis, des gens qui t'aiment, qui te le disent, tu l'entends pas parce que tu dis ouais, mais c'est normal, il dit ça parce qu'il m'aime. Mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui te connaît pas toi, moi tu vois, pour exemple, ça a été à la crèche de ma fille. C'est des gens qui me connaissaient pas personnellement, mais qui la connaissaient elle. Et le fait de nous le dire vraiment vous faites un super job en tant que parent de personnes, c'est même pas forcément parce que c'était des professionnels, mais des gens vraiment qui ne nous connaissaient pas et qui la connaissaient elle, ça a été libérateur. Donc vraiment je pense que c'est selon la personne qui te le dit, quoi. Tout à fait. Et voilà, on s'est dit écoute, on a assuré jusque là. Et puis il y a aussi le fait que Inès a commencé aussi à réclamer, tu vois, un petit frère, un petit sœur. Ouais. Pourquoi les autres en ont et pas moi, etc. C'est vrai qu'à l'école, ils ont pas mal de gens autour. Oui, en fait, ouais. Et même si maintenant, finalement, après, t'as les 2 écoles, le rapprocher, pas rapprocher, enfin, ça, après, c'est très personnel en fonction des couples. Mais j'avais pas envie de faire ça pour ça. Vraiment, ça arrivait à un moment, on s'est dit, ouais, là, les planètes sont alignées. Ça serait bien d'avoir un petit deuxième, quoi. Mais vous en aviez envie? C'est un désir? On avait envie. Ouais. Alors que tu vois, pendant 4 ans... pas du tout. Pas du tout. Enfin, vraiment, c'était dans un coin de la tête. Mais, comme je te disais, elle nous comblait. Ouais. Donc, et puis, t'as une injonction un peu, faut faire tant d'enfants, etc. Enfin, non, quoi. Enfin, on a envie, on fait le nombre d'enfants dont on a envie d'avoir. Et après, faut aussi se dire que... on fait des enfants pour en faire aussi de futurs adultes un jour plus tard et qu'il faut, on a une responsabilité en fait en tant que parent, et ça moi je l'ai toujours eu en tête, et je voulais pas faire des enfants pour faire des enfants en fait. Moi je voulais qu'ils soient vraiment pleinement intégrés dans notre monde, dans notre vie, etc. Et que ça soit un choix éclairé, tout à fait. C'est ça. Donc le désir est là. Ouais. Vous mettez combien de temps à concevoir un deuxième enfant? 2 mois. Ah ouais? Ouais, Alice, 2 mois. C'était un peu le même schéma. Ouais. Fin d'année.
Donc vous êtes un couple de fin d'année, ok. Non mais c'est bien comme ça. J'arrête ma contraception et du coup on se dit au petit bonheur la chance quoi. Là on est prêt et puis mais c'est différent d'avec Inès parce que cette fois-ci c'est quand même un peu calculé en fait. C'est je repère un peu les cycles. Voilà pour me dire j'aimerais bien quand même que ça mette parce que quand la première fois ça met 1 an. Toi, tu te dis, forcément, ça mettra 1 an, ça mettra du temps. Et c'est vrai qu'en fait, pour Alice, ça a mis du temps à cette envie de venir. Mais quand elle était là, c'était limite urgent. Enfin, c'est fou, mais c'était comme ça. Fallait qu'elle vienne, fallait que ça vienne, quoi. Ouais. Et premier cycle, test, rien du tout. Et la deuxième fois, on s'est dit, mais 2 mois, mais c'est ouais, mais tu connaissais aussi beaucoup plus ton corps, finalement. Ouais. T'avais cette conscience-là, tu savais comment ça se passait en termes de cycle, en termes de grossesse aussi, tu l'avais déjà vécu, donc t'avais une conscience un peu plus forte en fait. C'est ça. Donc finalement après je l'ai su assez vite, au bout de 2 semaines j'ai fait mon test, c'était positif. Je me revois encore faire la danse de la joie dans ma salle de bain, enfin vraiment j'étais hyper heureuse quoi. Ouais. Ismaël il s'attendait pas du tout. Il pensait que ça prendrait plus de temps. Ouais, vraiment, c'était conditionné à ça. Et du coup, je me revois aller acheter des petits bodys pour lui annoncer. Et il était, non, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, on était hyper surpris l'un et l'autre, quoi. Et comment se passe avec cette grossesse? Tout à l'heure, tu nous as un petit peu dit que c'était toi, tu es une femme enceinte épanouie. Là, avec Alice, c'est la même chose, en fait. Très belle grossesse. À la différence que par contre là j'ai eu des nausées. Voilà, j'ai eu des nausées. Elle était assez capricieuse sur ce que je devais manger ou pas. Tu vois, les poissons c'était pas la peine. Le jus d'orange pressé que j'adore, c'était même pas la peine. Et alors une sensibilité aux odeurs, c'était juste fou. Pour aller au travail, je passais devant une rôtisserie le matin. Il fallait que je change de trottoir tellement c'était pas possible. Quand les gens, et puis au travail, quand ils venaient et qu'ils chauffaient leur plat, un jour j'ai un collègue, je sais même pas qu'est-ce qu'il a chauffé, il savait pas encore à l'époque que j'étais enceinte. Je suis rentrée dans la pièce, mais des hauts le cœur, quoi. Je ne pouvais pas. Donc j'ai eu 3-4 mois vraiment de nausées. Et puis après c'est complètement passé. Et puis c'était pas le truc horrible, quoi. J'en avais le matin, puis après ça passait. Après un peu mal au dos comme pour Inès, mais pas vraiment le truc à être handicapant au quotidien. Mais vraiment très très belle grossesse. Pareil, on a su assez rapidement que c'était une fille. Et vous y aviez... Alors, une petite pointe de déception parce que je voulais avoir du coup le choix du roi, un peu le petit garçon. Mais finalement, je crois que je suis une fille à fille. Voilà. C'est ça. Je l'assume, c'est comme ça, j'adore. Et je me suis dit, ok, encore une petite princesse, ça va être super, quoi. Et là, on attendait, on partait en famille avec mes parents, ma sœur en plus en Sardaigne, et ça c'était vraiment un peu avant les 3 mois. Et je t'avoue que j'arrivais pas à cacher en fait mes nausées, etc. J'ai dit ils vont le capter, c'est sûr, quoi. Donc on leur avait annoncé en fait avant de partir en Sardaigne que du coup j'étais enceinte, mais Inès on l'avait encore rien dit parce que on attendait vraiment d'avoir ce rendez-vous des 3 mois pour être sûre, etc. Et elle se rendait pas compte? Pas du tout. Ah ouais? Elle t'a pas, parce que parfois on entend ces histoires d'aînés qui savent même avant les parents, tu sais, de cet instinct. Elle, pas du tout. Alors, elle, pas du tout. Et elle a eu une réaction, mais tellement mignonne, quoi. Enfin, on lui a annoncé, et puis, tu sais, elle regarde le ventre, elle voit rien, bien évidemment, j'étais encore enceinte de 3 mois. Puis elle touche, elle dit, mais il y a un bébé à l'intérieur, je dis oui. Et elle était contente, quoi. Elle était vraiment contente. Puis alors, tu peux être sûre que le lendemain, tout le monde était au courant au niveau de l'école. J'imagine. Tout le monde. Félicitations. Bah, Inès, elle nous l'a dit. Donc, elle était vraiment heureuse, quoi. Et après, quand on lui a, du coup, annoncé que c'était une fille, elle était encore plus heureuse. Elle voulait une petite sœur. Ouais. Elle voulait une petite sœur. Et on l'a beaucoup impliquée aussi dans cette grossesse parce que on voulait vraiment la préparer à son rôle de grande sœur. Et surtout que, en fait, dans ma tête, c'est assez fou, hein, mais je me disais que je savais pas si j'allais autant aimer cet enfant que Inès, quoi. J'ai l'impression. Je crois que c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on a un deuxième enfant, parce que c'est tellement fou cet amour. Tu te dis mais ça peut pas se reproduire 2 fois. Mais c'est ça, ouais. Est-ce qu'il va y avoir de la place, quoi? Et puis elle, du coup, un peu comme avoir de la peine pour se dire, jusqu'à présent, elle nous a eu intégralement. Qu'est-ce que ça va être quand sa sœur va être là? Forcément, les choses vont changer. Donc, on l'a beaucoup préparée, beaucoup aussi impliquée en fait
on se faisait une liste des prénoms, j'aime pas, j'aime bien, etc. Et surtout, en fait, on a une petite tradition, c'est qu'on ne dévoile jamais de prénom et qu'on donne toujours un surnom, en fait. Et du coup, on avait dit à Inès, je dis, écoute, parce que Alice, vraiment, c'est pas arrivé tout de suite. On n'avait pas le prénom, donc on va lui donner un surnom, et c'est quoi ? Et puis elle nous sort Sucrète, quoi. Elle l'appelait Sucrète. Et Sucrète, c'est resté, en fait. On a trouvé ça... C'est mignon. C'est mignon, et du coup, c'est resté. On trouvait ça hyper doux, et on appelait Sucrète. Et en fait, ma famille, les amis, alors, comment va Sucrète, si ça, enfin, c'est vraiment resté. Et oui, on l'a impliquée vraiment jusqu'au bout de la maternité, quoi. Elle était vraiment pleinement consciente qu'elle allait devenir grande sœur. Ouais. Je vais te poser la question parce que bien sûr c'est très intéressé, parce que voilà, mais pourquoi ce prénom Alice ? Alors il y avait pas de, j'ai jamais été de ces femmes qui disent si j'ai un enfant il s'appellera tant. Inès, j'ai jamais envisagé d'appeler Inès ma fille. Avec Ismaël, ce qu'on se fait, c'est que on se prenait une lettre de l'alphabet chaque jour et on se donnait 3-4 prénoms qu'on aimait bien. Et à un moment donné, je crois que c'est même lui qui a parlé d'Alice. Et pourtant, tu vois, j'ai une collègue qui s'appelle Alice. Elle m'a suivie pendant toute ma grossesse. Je me suis jamais dit, j'aurai une fille qui s'appelle Alice. Puis en fait, ça n'arrêtait pas de revenir dans ma tête. Alice, mais qu'est-ce que c'est mignon. Je trouvais que ça sonnait tellement beau. Puis Alice au pays des merveilles. Je trouvais ça super. Donc, il n'y avait pas une signification particulière. Il y avait aussi le côté où moi, je suis d'origine portugaise. Et donc, du coup, j'avais besoin aussi d'un prénom qui s'adapte en fait aussi bien en français qu'en portugais. D'accord. Et Inès, c'était le cas. C'est même considéré comme un vieux prénom portugais. Et Alice, j'aimais bien cette idée. Finalement, c'est un prénom qui a pratiquement toujours existé, un vieux prénom, mais qui revient, voilà. Quoi. Dans plus ou moins toutes les langues d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des variantes du prénom Alice. C'est ça. C'est assez universel. Tout à fait. C'est vrai. Oui, c'était complètement intéressé à cette question. J'aime beaucoup ce prénom. Et la grossesse se passe bien. L'accouchement alors, pareil, tu perds les os, comment ça se passe ? Alors pas du tout la même chose. Donc Alice était prévue pour le 25 novembre et elle n'arrive pas. Voilà. D'accord. Elle n'arrive pas. On va faire. Et puis je me rappelle qu'avec les amis, ils nous avaient dit le pari, c'est que si jamais elle n'arrive pas le 25 novembre, tu nous refais la choré de Hugh Grant dans Love Actually sur les Bonnes Sisters. Si elle n'arrive pas, et je me revois en fait dans mon salon encore faire ça, être à fond et dire elle est pas là quoi encore. Et donc on va à la maternité, on fait une écho de contrôle. Il y a une petite inquiétude, mais parce qu'en fait, il suspecte qu'il n'y a pas assez de liquide amniotique. D'accord, oui. Comme là, ça je suis vraiment à terme, voilà. Mais sauf qu'en fait, ça dure quand même bien 2 heures, quoi, tu vois. Une première écho, deuxième, troisième, quatrième. Là, tu te dis, mais il se passe quoi ? Et puis, alors, il y en a un qui nous sort, c'est bon, j'ai vu une citerne. Alors, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une poche, en fait, d'eau assez... assez conséquente pour dire c'est bon, tout va bien. Et là, retour à la maison et vous revenez dans 2 jours. Quoi. Ouais, on attend. Puis en fait, jusqu'au 25, si tu veux, moi, je patiente, en fait, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, je commence à me dire ça commence à être long quand même. Ouais. Et le 27, un peu sur le même modèle qu'Inès, mais je ne perds pas les os. J'ai des contractions. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, je n'ai eu que des contractions le jour de mon accouchement. Je ne savais pas ce qu'était une contraction pour Inès. Pas du tout. Et là, pareil, j'ai commencé à avoir des contractions. Je fais, ok. Et puis là, on est mercredi. Je suis avec Inès à la maison. Donc là, j'appelle Ismaël. Je lui dis, là, je pense que je commence à avoir des contractions, donc on va bien voir. Et puis en fait, au fur et à mesure des heures, vers 10h, 11h, ça commence à pas être trop gérable. Enfin, tu sais, d'être devant Inès... Super, tout va bien. Va pas l'inquiéter ou quoi. Voilà. Donc j'appelle mon père qui est à la retraite. Je lui dis papa, là, va falloir que tu prennes Inès parce que je le sens pas. Et donc ça vient petit à petit. Ismaël rentre, il prend son après-midi. On déjeune tous les deux en tête à tête en se disant ça se trouve dans quelques heures, on sera 4 quoi. Et donc on va à la maternité, on arrive, le travail a commencé, mais je suis dilatée à 1. Donc atroce que je prends. Et en fait, j'y allais aussi pour une écho de contrôle, parce qu'on est 2 jours après et qu'il faut y aller. Donc elle me dit, il y a 2 solutions. Soit on vous garde, mais ça peut prendre des heures, des jours. Soit vous rentrez chez vous. Par contre, vous allez marcher, parce que comme ça, peut-être que... ça fait avancer le travail. Donc on sort vers 15h et quelques. On va marcher tous les 2. Je garde un super bon souvenir de cette balade. Quoi. Je me vois encore avec mon portable, tu sais, à calculer... l'application, là.
stop, toutes les 2 minutes. Et puis là, pendant 1 heure, c'est toutes les 2 minutes. Quoi. Ah c'est ouais. hyper rapproché. Enfin, et je me dis, mais pourquoi m'a pas fait ça en fait quand j'étais encore, tu vois, à la maternité. Je rentre et c'est tout de suite assez rapide. Et en fait, je me dis, bon, faut pas non plus que j'y aille trop tôt. On est à 15 minutes de la maternité. Ouais. Donc, si tu veux, je n'ai pas ce stress de me dire, attention, faut calculer. Je me revois encore sur mon ballon d'accouchement. J'avais beaucoup aussi, je pense que c'est important parce que Ismaël, la première fois, il savait pas comment m'aider. Ouais. Et cette fois-ci, je lui avais envoyé un petit peu des épisodes des maternelles où on voyait en fait comment justement soulager au niveau du dos, etc. Donc, et me caler sur sa respiration, quoi. Parce que en fait, moi, des fois, tu sais, je partais en panique, j'arrivais plus à respirer. Il me dit, tu me suis. Et du coup, il a été mais vous étiez plus préparée, en fait. Complètement. Ouais. Enfin, cette grossesse, je l'ai vraiment préparée de manière complètement différente. Et du coup, il m'a vraiment suivi comme il fallait. Il m'a préparé le bain aussi. Enfin, bref. Mais sauf que vers 19h et quelques, là, je dis, je ne tiens plus, c'est pas possible. Donc, on arrive à 20h. J'ai du mal à rejoindre, en fait, l'étage. La sage-femme vient m'ausculter tout de suite. Je suis dilatée à 5. Donc là, ça commence à être bien engagé. Et elle me demande si je veux une péridurale. Je dis, est-ce que c'est pas trop tôt? J'avais peur, tu vois, que ça retarde le travail. Elle me dit, mais il y a pas de délai, madame. C'est vous qui décidez. Alors je dis, là, je la veux bien quand même. Et le temps qu'il m'installe dans la salle de naissance, en fait, il se passe 1 heure avant que l'anesthésiste, parce que je pense qu'elle était aussi occupée avec d'autres mamans. Et en fait, en l'espace d'1 heure, je passe de 5 à 9. Donc, c'est pour ça que je souffrais. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. T'étais dans le gros du travail, quoi. Ah ouais, j'étais dans le gros du travail. Et en fait, ils s'attendaient pas à ce que ça soit aussi rapide. Et pourtant, t'avais un antécédent assez rapide, quand même, mine de rien. Mais là, en espace d'1 heure, c'était pas attendu. Et du coup, en fait, quand ils m'ont fait l'anesthésie, pour Inès, 15 minutes après, j'étais soulagée. Et puis là, j'attends. Je sens une pointe de soulagement, mais rien de transcendant, quoi. Et je dis à Esma, je vais accoucher sans péridurale. Je la sens pas. Il se passe 30 minutes, elle vient de me voir. Donc là, je suis en dilatation complète, vers 22h. Et puis, je vois à sa tête qu'elle se dit, écoute, là, elle est prête, en fait, pour accoucher. Sauf qu'on va encore attendre pour voir si la péridurale, elle va faire effet, quoi. Donc, on attend encore 30 minutes. Et elle me dit, est-ce que vous avez envie de pousser? Je dis, et là, je suis au bout de ma vie. Et surtout, en fait, je sentais encore, en fait. Ouais. Et j'avais cette panique de me dire, je vais accoucher sans péridurale, je vais tout sentir. Et puis finalement, comme je le disais tout à l'heure, j'en garde un meilleur souvenir parce que j'ai été vraiment en pleine maîtrise, en fait, de mon accouchement. Je l'ai senti. Elles n'avaient pas besoin de me dire de pousser, je sentais qu'elle venait. Et en 5-6 poussées, elle était là. Elle était là. Bah oui, c'est magique. C'est magique. Pareil, alors Alice, elle ne pleure pas. Alice, elle émet des petits miaulements de chat. Des petits chats de chatons. Donc à l'époque, on trouve ça adorable, hyper mignon. Il me propose le pot à pot. Donc on reste, mais vraiment comme un accouchement, on va dire, normal. Ouais, bien sûr. 2 heures de pot à pot. Alors je la vois pas parce que moi, elle est sur moi, mais elle me dit qu'elle a les yeux ouverts. Et en fait, la dernière fois, elle les aura ouverts. Parce qu'après, pendant les 15 jours, elle les aura plus ouverts. Sauf que à ce moment-là, tu t'imagines pas ça, quoi. Ah, non, on a heureusement une hyper belle vidéo, en fait, d'elle sûrement en pot à pot avec ses yeux ouverts. Parce que moi, pratiquement, je les ai pratiquement pas vus, quoi. Et donc, elle est en pot à pot. Là, c'est un instant juste magique, quoi. On est complet, on est 4, on remercie la vie. On se dit que c'est génial. Et on profite vraiment de ce temps tous les 3. Ismaël, il appelle juste 2 coups de fil. Et puis après, on coupe, quoi. Et là, on dit c'est nous. Et on annoncera vraiment au fur et à mesure, quoi. J'ai une alarme dans ma tête qui me dit elle veut pas téter. Elle t'aide pas, en fait, à la naissance. Parce que tu sens une mise au sein. Ouais. Et du coup, je sais que pour Inès, elle avait limite cherché le sein. Ouais. La Alice le fait pas. Et surtout, je m'étais tellement préparée, en fait, avec une sage-femme en libéral par rapport à cet allaitement, parce que je voulais pas faire l'erreur une deuxième fois, que je savais que c'était important, en fait, en salle de naissance, d'avoir ce réflexe de succion. Et elle ne l'a pas et elle réclame pas. Donc ça me reste quand même dans un coin de ma tête sans trop me préoccuper non plus. Et puis après 2 heures, tout va bien. Moi, j'ai pas eu de complications, juste une légère déchirure. J'ai eu 2 points, mais vraiment, j'ai rien eu du tout. Donc, on revient en chambre et en fait, on commence notre vie comme ça à 4, complètement normale, quoi. Donc, 4 heures après qu'elle soit née,
je la sens un peu s'agiter dans son berceau. Et puis donc, là, je me dis, bon, là, quand même, ça serait bien de la mettre au sein. Et donc, j'appelle une auxiliaire pour la mise au sein. Et alors, cette fois-ci, je me laisse pas faire, puisque la première fois, c'est pourquoi. Je dis, c'est pour la mise au sein, vous savez pas le faire. Elle t'a dit ça? Ouais. Deuxième fois. J'ai eu les 2 fois. C'est fou. C'est fou. Ouais. Ça existe encore. C'était l'année dernière, encore. Quoi. Enfin, cette année même. Cette année, ouais. Enfin, l'année dernière, c'était 25 novembre, donc l'année dernière. Mais ça existe encore. Et là, je dis, c'est fini. Je dis, non, j'ai besoin d'aide. Et donc, elle vient. Elle déglutit 2 fois. Mais elle me dit, bon, peut-être qu'elle n'a pas si faim que ça, etc. Enfin, vous inquiétez pas. Fatiguée de l'accouchement. Etc. Donc... Puis elle part et en fait j'ai Alice sur moi et je la conserve sur moi quoi. En fait vraiment je la garde tout près de moi alors que tu vois pour Inès je pense que je l'aurais reposée sur le berceau. Mais là je la garde près de moi 3 heures sur moi comme ça. Et arrivent les premières heures du matin. On voit que en fait me suis pas du tout préoccupée parce que je me dis en même temps elle vient de naître, enfin elle est fatiguée. Puis il n'y avait pas Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'inquiétude particulière, quoi. Quand la pédiatre arrive avec un interne, donc ils font en fait tous les tests, en fait, les réflexes archaïques, ce genre de choses. Et puis là, elle commence à nous dire, là, elle n'a pas les réflexes archaïques à 100%. Et il parle, d'hypotonie, donc de baisse de tonus musculaire. Et on voit, en fait, quand tu la touches, elle réagit. Elle bouge quand même les bras et les jambes, mais les yeux restent clos. Et on sent déjà un début d'inquiétude. Mais l'équipe médicale ne nous inquiète pas plus que ça, quoi. Donc, il y a quelques médecins qui reviennent durant la matinée. Et puis après, ça stoppe complètement. Début d'après-midi, Ismaël, on avait prévu en fait de faire rater l'école à Inès pour qu'elle puisse découvrir sa petite sœur. Et moi j'attendais que ça en fait, qu'elles viennent et que je les vois. C'était vraiment mon rêve. Je pense que je rêvais même plus de les voir toutes les deux ensemble que moi de voir Alice. Vraiment, je voulais les voir toutes les deux ensemble. Donc elle arrive sur la pointe des pieds, timide, découvrir sa sœur et elle me dit mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et puis elle sait pas comment elle s'appelle. Ah oui, vous lui aviez pas dit non plus à elle. On lui avait pas dit parce que Inès tu lui dis un truc, elle répète à tout le monde. Et puis on lui avait dit par contre tu seras la première qui le sera. Et on lui souffle à l'oreille, Alice. Et elle a tellement appelé sa sœur Sucrète que pendant les premières heures, en tout cas, Sucrète, Alice, elle est encore un peu dans ça. Et elle veut la prendre dans les bras, donc on lui donne Alice dans les bras. Donc on a cette chance d'avoir une photo des deux. Mon père nous a rejoints et puis j'avais proposé aussi à une amie qui partait en Nouvelle-Zélande 2 jours après puisqu'elle y vit et donc du coup je lui dis faut vraiment que tu viennes viens voir Alice parce qu'après en plus elle avait décalé vraiment son billet mais comme Alice tardait à venir on s'est dit ça se trouve tu vas partir tu la verras pas et c'est la seule amie qui l'a vue. D'accord. Et donc du coup on fait des photos, une photo à 4, une photo avec cette amie, une photo avec Inès et puis là les médecins commencent un petit peu à revenir, l'auxiliaire commence à revenir pour la mise au sein parce que elle a toujours pas tété. Elle a toujours pas tété non. Et on n'arrive pas à la faire téter donc me disent on va aller vous allez tirer votre lait, on va lui donner à la seringue. Sauf qu'elle n'arrive pas à déglutir. Et là, un enfant qui ne mange pas, au bout de quelques heures de vie, ça commence à être inquiétant. Ils repartent. J'ai ma sœur et ma mère qui nous rejoignent en fin de journée. Et bref, en fait, elle voit juste un petit bébé qui dort. Qui dort, oui. Je sais pas si elles sont pas avec vous depuis tout ce temps aussi. C'est ça. Sauf que nous, en fait, vers 18h, 19h, là, dans notre tête, ça commence, un voyant commence à s'allumer. On se dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc ils partent vers 19h et quelques, puis ils insistent en fait pour qu'Ismaël rentre avec eux. Mais rentre manger, tu reviens après, etc. Puis en fait, on sait que notre vie va basculer à ce moment-là. Ouais. On sait qu'il y a quelque chose de grave. Et donc du coup, on veut inquiéter personne, puisqu'Inès en plus est dans la pièce, et on veut pas qu'elle reparte avec la moindre inquiétude. Ouais. Donc on essaye de faire au mieux. Et puis ils partent, et là c'est au moment où ils partent qu'ils commencent à nous dire que... on va l'admettre en service de néonat au sein même de l'hôpital pour une surveillance rapprochée. Et donc là, à peine, tu vois, un jour de naissance, on se retrouve à pousser ce berceau en service de néonat, puis là, tu bascules dans un autre univers.
On arrive dans une pièce qui est juste énorme, avec un autre bébé qui souffre de jaunisse, avec un dispositif assez impressionnant, des machines assez impressionnantes. Donc dans les premiers temps, elle est juste placée dans un berceau, on lui met quelques capteurs, etc. pour suivre ses constantes, mais rien de grave. Et puis on nous dit, on va faire des tests, on va suivre vraiment pour voir ce qu'elle a. Donc là, je t'avoue, il est vers 23h et quelques. Je commence, après, tu viens d'accoucher il y a à peine un jour, tu commences à te fatiguer. Puis il n'y a rien en fait pour que tu sois pratiquement assise, il n'y a rien pour que tu restes. Donc il me dit, retournez dans votre chambre et on vous appelle s'il y a quelque chose, etc. Donc on y retourne. Puis là, vers 2h du matin, on n'y tient plus, donc on retourne la voir. Et 10 minutes après notre arrivée, elle fait ses premières crises de convulsions en fait, devant nos yeux. Puis là, on se rend compte assez rapidement de la gravité en fait, parce que c'est une fourmilière en fait. Ils arrivent d'un coup. Parce qu'il faut stopper les crises de convulsions. Les crises de convulsions, ça provoque des dommages des fois irréversibles au cerveau. Donc du coup, on sent l'urgence sur le moment. Sur un si petit bébé en plus. Un si petit bébé, elle avait 28 heures de vie. Et on se retrouve dans un coin de la pièce, mais complètement spectateur de ça. On n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Eux peuvent pas nous sortir de la pièce parce qu'ils sont dans l'urgence. Et en fait, ils sont là en train de calculer les milligrammes pour l'anticonvulsif parce qu'elle est tellement petite qu'il faut pas se louper, à mon avis. Et après passer cette période qui nous semble durer une éternité, le pédiatre vient nous voir et nous dit, écoutez, voilà, elle a eu des crises de convulsions. Elles sont provoquées forcément par quelque chose, mais aujourd'hui, maintenant, on ne sait pas. Il faut faire des examens complémentaires. Donc là, on va lui faire une ponction lombaire. Là, tu te dis à c'est invasif quand même. Ouais, hyper invasif, parce qu'on suspecte une méningite. Et en fait, dans ma tête, méningite, c'est connu, il y a un traitement. Je sais pas comment t'expliquer. Je me dis, ok, c'est un truc qu'on peut encore gérer. Et donc là, en fait, il l'amène faire les examens auxquels on ne peut pas participer. Donc on revient dans la chambre. Et je reviens dans la chambre. Et là, en plus, il nous avait enlevé le lit. Ismaël était resté la première nuit, en fait. Il y avait un lit pour toute la maternité. Donc, en fait, il se retrouve, le pauvre, sans son lit, sur le fauteuil. Et je lui dis, rejoins-moi. Donc, on était tous les deux dans mon lit à moi. Quoi. Et là, j'ai cette crise de panique qui commence à s'installer en moi où j'ai plus de régulation de ma température. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Je tremble de tous mes membres parce que là, je pense que la panique commence à me gagner. Il repart quelques heures après voir Alice, prendre un petit peu la température. J'appelle une infirmière parce que vraiment je commence à m'inquiéter moi de mon état. Et elle me dit, en fait vous faites une crise de panique, ils peuvent rien faire. Et c'est vraiment la seule crise que je me suis autorisée parce que après je pense que je me suis mis en mode guerrière et je me suis dit faut être forte quoi, il faut le faire. Donc on retourne revoir Alice et donc il s'en est suivi tout un bataillon d'examens. Donc la ponction lombaire finalement n'a rien donné, il n'y a pas de méningite. Donc s'enchaîne avec un scanner. Puis après au petit matin un IRM. Finalement, quelques temps plus tard, vers 9h et quelques, quand on revient la revoir, là il y a un professionnel qui est là avec elle et ils lui font un électroencéphalogramme. D'accord. Donc en fait ils ont mis des électrodes en fait, sur la tête pour suivre son activité cérébrale et enregistrer en fait pour pouvoir analyser tout ça. Du coup là déjà tu te dis wow, voilà tout ça. Même toi dans ta vie d'adulte t'as pas vécu tout ça, pas du tout. Là je me dis c'est pas possible quoi. Là une journée et demie il y a déjà tout ça. Et durant la matinée en fait il commence petit à petit à nous préparer au fait qu'il va sûrement falloir la transférer. Donc transfert, ok, donc comment on va faire, voilà tout ça. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Ils nous disent qu'il faut qu'ils attendent d'avoir une place dans un hôpital parisien. D'accord. Avant de faire le transfert. Et il s'avère, en fait, donc Ismaël, il est avec moi, il est resté avec moi. Et puis, en fait, on avait un rendez-vous à la maison, un gars qui devait passer. Donc, il se dit, voilà, j'y vais, on est à 15 minutes, je reviens rapidement. Moi, je remonte en chambre, en fait, manger un peu. J'ai à peine entamé mon plateau repas qu'on m'appelle et on me dit, le SMUR pédiatrique est là. Le transfert se fait maintenant. Et en fait, là, je me retrouve seule. Je perds tous mes moyens.
Je me revois descendre en néonat et j'arrive et en fait là je vois une pédiatre du SMUR pédiatrique en fait en train de ausculter Alice, en train d'écouter les informations que la pédiatre en fait du service lui donne. Je vois un monsieur avec un énorme brancard avec les trucs pour respirer, etc. Les sortes de bouteilles en fait d'oxygène. Je vois tout ça, mais en fait, moi qui d'habitude n'ai pas de difficulté à m'exprimer, etc., je perds complètement mes moyens. Je ne sais, il n'y a aucun son qui ne sort de ma bouche, aucun. Je n'arrive à poser aucune question. Je suis juste en état de choc. Et la dame du SMUR pédiatrique, que je ne remercierai jamais assez, je ne connais même pas son prénom, elle me voit et elle dit « il faut faire sortir la maman ». Et donc la pédiatre du service pensait qu'elle disait sortir de la pièce, donc elle lui dit non, mais la maman elle est au courant de la situation, elle fait non, vous n'avez pas compris. Il faut qu'elle sorte de la maternité, il faut qu'elle suive sa fille, il faut qu'elle soit transférée avec elle, quoi. Et en fait là, en 30 minutes, il a fallu faire toutes les formalités, on va dire, de sortie. Donc t'as une sage-femme qui te donne tous les papiers pour te dire il faut faire la rééducation du périnée. Enfin, elle me parle, moi je suis à 10 000 lieues. Et elle me regarde, cette dame du SMUR pédiatrique, elle me dit vous allez monter, vous prenez votre manteau, vos chaussures, votre téléphone et votre chargeur, parce qu'elle sait en fait qu'on est en état de choc et que tu peux pas emmagasiner trop d'infos. Non, faut que ce soit assez directif. À la militaire, directif. Et tu vois, pour te dire, j'avais juste ça à prendre, mais je sors de cette chambre et j'arrive à l'ascenseur, j'ai oublié mon chargeur, je repars en arrière. Et elle m'a dit, on vous attendra, ne vous inquiétez pas, on partira pas sans vous, quoi. Et donc en fait, moi je me retrouve à appeler Ismaël comme ça, et je lui dis... en fait, là, je suis Alice, on part à Robert Debré, l'hôpital Robert Debré, elle est transférée d'urgence. Et lui, le pauvre, il peut pas me suivre dans le sens où il faut qu'il vienne, en fait, enlever toutes les affaires de la chambre. Ouais. Il arrive dans cette chambre et tout est mis en suspens, en fait. Toute notre vie, dans la salle de bain, toutes les affaires d'Alice, mon plateau repas à moitié entamé, et lui, il est là, il faut qu'il débarrasse tout ça, il faut qu'il fasse ses formalités de sortie, et puis après, il faut qu'il prenne la route vendredi soir à Paris avec les bouchons, quoi. Ouais. Donc moi, vers 15h et quelques, je pars avec Alice dans ce SMUR pédiatrique, et là, je pense que c'est un de mes plus gros traumatismes, c'est ce transfert, en fait, parce que là, pendant 40 minutes, t'es dans un SMUR pédiatrique, toute sirène hurlante, tu reprends les routes à contresens. Tu vois ton enfant dans un brancard qui est disproportionné par rapport à sa taille, dans une sorte de housse plastique qui te fait passer à une housse de mort, quoi. Ouais. Et la dame qui te dit Alice, elle respire de nouveau par elle-même. Et dans ma tête, je me dis, mais à partir de quel moment elle a arrêté de respirer par elle-même? Tu n'avais pas eu cette information. Et si je l'ai eu, si tu veux, je pense que j'étais tellement en état de choc que ton cerveau ne réalise pas tout ça. Donc on arrive en fait toute sirène hurlante à Robert Debré, on rentre du coup dans là le service c'est encore un cran au-dessus de réanimation néonatale. Tu rentres pas comme ça dans un service de réanimation néonatale, déjà tu sonnes à l'interphone, tu as toute une procédure en fait pour le lavage de mains, les blouses, la surblouse, la Charlotte et compagnie. Et en fait je les vois pousser ce brancard, puis là je saurais même pas te dire le nombre de médecins, mais ils poussent ce brancard dans cette chambre et surtout ils viennent me voir et me disent « Madame, vous n'allez pas assister à ça, il faut un certain temps pour qu'on l'installe ». Et donc je me retrouve moi toute seule dans un couloir parce qu'en plus le service de réanimation néonatale était en travaux pour être transféré autre part. Et donc je me retrouve entre les casiers, les toilettes sur une chaise pliante toute seule à attendre qu'il l'installe. Enfin ça me paraît interminable et je vais les voir et je leur dis donnez-moi un tire-lait, enfin fallait que je m'occupe parce que je sentais que les montées de lait commençaient aussi à arriver et au bout de quelques temps ma sœur qui avait été au courant etc en fait a quitté le boulot en urgence pour venir me rejoindre et je la remercierai jamais assez parce que d'avoir quelqu'un qui est là, qui te connaît et elle pouvait pas rentrer dans le service, elle était juste là présente pour moi à ce moment-là, donc ils finissent par me rappeler et là ce que je découvre mais ça me glace le sang. Alors, le berceau, la néonate, c'était encore quelque chose, mais là, le service de réanimation néonatale, tu rentres, c'est plus une chambre, c'est une chambre complètement médicalisée. Tu as des machines de partout. Elle a des capteurs de partout, et encore, c'était pas au stade où elle a été après. Et ils te disent que là, ils vont la garder en observation en fait, tout le week-end. On est le vendredi, l'équipe fonctionne un petit peu au ralenti durant le week-end. Et surtout, pour pouvoir savoir de ce dont elle souffre, il faut qu'ils aient en fait, des examens pour pouvoir mesurer, etc.
Ismaël arrive à me rejoindre en fin de journée. Puis en fait, t'es là, tu dis mais qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres, tu restes, mais en fait, tu peux même pas rester dans le sens où t'as pas les conditions pour rester. T'as un petit lit, mais vite fait, t'as des capteurs de partout. Et puis là, surtout, on se dit, il va falloir qu'on prenne vraiment des forces, parce que ce qui nous attend, c'est juste, ça dépasse, quoi. Ouais. Tout ce qu'on s'était préparé, enfin, tu te prépares jamais à ça, mais là, on va rentrer. J'appelle ma mère, elle me dit que Inès, elle nous a pas réclamé. Rentrez chez vous, reposez-vous, on s'occupe d'elle, etc. Ouais. Sauf que, on parle du postpartum et j'ai accouché et les montées de lait, elles arrivent. Sauf que les montées de lait, elles arrivent au moment où j'ai plus mon bébé. Et là, on est vendredi soir. Alice, elle est à une 20aine de kilomètres de moi. Je suis toute seule, sans elle. Et j'ai ces montées de lait qui sont atroces, quoi. Et là, on n'a pas de tire-lait, on n'a rien. Donc, je vis très mal. Ma mère me souffle à l'oreille et me dit « Retourne à la maternité le matin, demande-leur en fait d'utiliser le tire-lait. » Enfin, tu vois, je la remercie parce qu'en fait, moi, je n'étais même pas en capacité de réfléchir. Donc, on retourne dans cette maternité en plus, tirer mon lait. On se rappelle qu'il faut qu'on ait déclaré la naissance d'Alice, parce qu'avec tout ça, on l'a pas déclarée. Donc, on va la déclarer. Enfin, tu vois, on est en mode machine. On va la déclarer. Et crois-le ou pas, on est là en train de la déclarer. Et il y a une dame qui rentre et qui dit « Je viens déclarer la mort de mon bébé ». Et là, cette scène-là, si tu veux, t'as l'impression qu'elle est prémonitoire. Je vois l'officier d'état civil lui dire « Mais madame, si elle n'est pas décédée dans cet hôpital-là, si elle est décédée sur Paris, il faut déclarer dans la mairie du lieu de décès. » Et je garde cette information dans ma tête. J'étais loin de m'imaginer qu'Alice allait mourir. Mais je la garde, cette information, et surtout, ça me glace le sang. J'ai dit « Imagine, imagine ». Et en fait, le week-end, il se passe trop rien dans le sens où en fait, on arrive. Et là, en fait, c'est de nouveau... En fait, tu l'as vu la veille, mais là, c'est de nouveau un choc. Dans le sens où elle est intubée, donc elle ne respire plus par elle-même. Elle a une sonde gastrique pour la nourrir. Elle a une sonde urinaire. Elle a... un capteur pour tout ce qui est saturation. Elle en a un autre pour suivre le rythme cardiaque. Elle est couchée sous une sorte de coussin en fait, chauffant pour la maintenir à bonne température. Et surtout, c'est le retour des électrodes sur la tête avec le petit filet. Et une caméra qui filme en fait ses réactions, etc. pour pouvoir avoir matière à analyser. Et en fait, je la reconnais plus. Elle commence à être boursouflée en fait au fur et à mesure. Mais parce qu'elle a des traitements aussi, j'imagine. Elle a des traitements, etc. Elle a 3 traitements forts pour ses crises de convulsions. Donc il faut s'imaginer un enfant qui est dans un coma, elle réagit à rien, elle n'ouvre pas les yeux, elle bouge pas. Les seuls mouvements qu'elle fait et qui te glacent le sang, c'est qu'elle se contorsionne. Ses mains et ses jambes se contorsionnent parce qu'elle a des crises en fait et qu'on ne sait pas pourquoi, malgré les traitements. Et là tu la vois et on s'effondre, on se dit c'est pas possible qu'on soit confronté à ça, quoi. Donc le week-end passe, on n'a pas plus d'informations et arrive le lundi et pareil, t'y retournes. Enfin c'est un long chemin, quoi. Tous les jours tu te lèves, pour le coup tu vas emmener Inès à l'école. Oui, parce que du coup il y avait quand même Inès en parallèle. Et qu'est-ce que vous lui aviez dit du coup ? Alors Inès en fait le samedi quand on est rentré après avoir vu Alice, elle me voit arriver, elle m'a pas vue depuis jeudi. Ah maman, super et tout ça. Et 3 minutes après, mais elle est où Alice ? Et donc là, on s'était préparé dans la voiture pour savoir quoi lui dire. Et en fait, Alice était née avec la clavicule cassée, ce qui en soi n'est pas du tout grave, ça se remet. Mais elle le savait quand elle est venue. Et en fait, on a joué là-dessus. Et on lui a dit, voilà Alice, tu te rappelles le petit bobo qu'elle avait au cou ? Les médecins, ils ont dit qu'il fallait qu'elle reste quelques jours pour qu'on s'assure qu'il lui arrivait rien du tout, quoi. Donc elle dit ah d'accord et tout ça, puis commençait à être inquiète. Mais elle est où ? Est-ce qu'elle est dans la même chambre ? Et si et ça. Et donc à l'époque on lui dit pas qu'elle est très transférée, on lui dit rien du tout. On lui dit juste qu'à partir de maintenant notre vie elle va être un peu différente, que on va l'amener le matin parce qu'on y tenait, que sa vie reste le plus normale possible. Donc on l'amenait à l'école. Le jour où tu l'emmènes à l'école, les gens t'ont vue enceinte. Donc je reviens, moi je rase les couloirs. La maîtresse, t'es obligée de lui annoncer en fait parce qu'on vit une situation qui est difficile et que ça peut avoir des répercussions sur Inès, sur son quotidien, donc on lui dit ce qui en arrive. J'ai la maman de la meilleure amie d'Inès qui me dit « Bah alors, t'as accouché ?» Et là je lui dis « Bah elle est en service de réanimation néonatale, elle est elle-même enceinte. » Donc là elle commence à pleurer, à s'effondrer. La directrice me regarde, les larmes aux yeux, me dit « Mais on est tout cœur avec vous, etc. » Et en fait, toi tu retournes en fait, durant ta journée, voir Alice. Et chaque soir, on rentre, en fait. C'est comme ça. Et le lundi, on a des débuts de réponse.
docteur vient nous voir. En fait, il y a toujours un docteur, l'infirmière qui suit Alice. Alors, c'est pratiquement toujours les mêmes, sauf qu'il y a des infirmières de nuit et de jour. Et puis après, elles ne travaillent pas forcément le même jour, mais en tout cas, tu as pratiquement tout le temps les mêmes interlocuteurs. Et l'infirmière est toujours présente parce que c'est elle qui suit et qui fait tous les soins. Donc, ils nous disent, voilà, elle a des crises de convulsions. Elles sont forcément provoquées par quelque chose qu'il faut qu'on découvre. Et là, ils commencent à nous dire que il faut se préparer au fait qu'on va avoir un enfant polyhandicapé. Parce que malgré ces 3 traitements forts pour les crises de convulsions, elle continue d'en avoir et qu'au bout d'un moment, on ne sait pas ce qui est son état. Est-ce que c'est dû au traitement qu'elle prend ou est-ce que ça va être son état ? Donc là, quand on rentre le lundi avec Ismaël, c'est simple. Nous qui d'habitude, on est assez, on arrive à communiquer assez facilement et à parler. On est muet. Je me vois encore dire, il y a une pièce, on voulait faire un bureau et là je me dis, il va falloir faire une chambre médicalisée. Enfin, tu vois, dans ta tête, en fait, tout de suite, t'es en mode, ok, notre vie, ça va être ça. On a voulu un enfant, elle est polyhandicapée, c'est comme ça, c'est la vie. Il va falloir qu'on se mette en ordre de bataille. Et on rentre et puis on récupère Inès. Et là, elle nous sort... alors, je raconte cette anecdote pour te montrer la force des enfants. C'est elle sort le puzzle 100 pièces. Et là, dans ma tête, je me dis, mais j'arriverai jamais à faire ce puzzle de princesse, là, 100 pièces. Quoi. Et on se met tous les 3 à le faire. Et pendant 15 minutes, on oublie l'horreur qu'on est en train de vivre. Parce que Inès, ça a été notre soleil, en fait, dans ce truc. On revient le mardi. Et là, on sait qu'on va voir le professeur, en fait, en neurologie. Et il nous dit, voilà, les crises de convulsions d'Alice, ce sont des crises d'épilepsie. D'accord. Donc tu te dis crise d'épilepsie, pareil, comme la méningite, il y a un traitement. Il y a quelque chose à faire. Il nous dit, voilà, c'est des crises par contre très sévères. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, le traitement qu'elle a pour ces crises de convulsions, on va commencer à lui donner sous forme de sirop pour que, si un jour, quand elle rentrera à la maison, vous puissiez en fait lui administrer et qu'elle puisse avoir un semblant de vie normale. Et c'est pas qu'il nous rassure, il nous dépeint pas un tableau noir ou blanc, il nous dit juste qu'ils ne savent pas en fait comment va être l'état de son cerveau. Ils savent pas nous dire. Le mercredi, il se passe rien, à part le soir. On est à la maison, il est 19h, je reçois un coup de fil de l'hôpital et là on nous dit on a une piste. D'accord. Donc, ils vous appellent pour vous dire ça, ils n'attendent pas le lendemain. Non, on a une piste, il faut venir le lendemain à 10h pour qu'on puisse voir ensemble. Et en fait, de manière très naïve, pour moi, une piste, c'est forcément positif en fait. À aucun moment, je me suis dit qu'ils allaient nous annoncer une mauvaise nouvelle. À aucun moment. Et je me vois descendre et dire à Ismaël, ils ont une piste, ils ont forcément trouvé, etc. Alors oui, ils avaient trouvé. Et le lendemain, ce jeudi, c'est le début des grèves des transports là, horribles au mois de décembre. Et en fait, là, on se dit, alors il est 19h, Inès est avec nous, on va pas pouvoir l'amener à l'école parce qu'on a rendez-vous à 10h avec elle, pour Alice. Donc, t'appelles les parents, heureusement qu'ils sont à côté. Il faut prendre Inès d'urgence parce qu'on n'avait pas envie de la réveiller à 5h du matin. Et de se dire, on prend la route à 6h, quoi. Et puis, on est au plus tôt là-bas. Donc, on arrive là-bas. Alors, pendant tous les jours où, au début, quand elle était branchée avec l'électroencéphalogramme, on pouvait même pas la toucher, en fait. Parce que tu pouvais même pas stimuler. Donc, t'imagines, ton enfant est là, mais tu peux même pas le toucher. Après, il y a eu la période où elle a été débranchée, il n'y avait plus les électroencéphalogrammes, donc juste ce qu'on pouvait faire, nous, c'est participer un minimum aux soins, c'est-à-dire parce qu'ils nous changeaient la couche, lui faire des massages, etc. Tout ce qu'on pouvait faire, vraiment, à l'hôpital Robert Debré, je ne remercierai jamais assez les infirmières, les docteurs, ils ont vraiment tout fait pour qu'on puisse participer au minimum avec ces 36 000 filles quand même. Et on arrive, rendez-vous 10h, bien évidemment, décalé à 11h, décalé à midi. Tu attends, puis là, on est là depuis 8h. Quoi. Et le neurologue arrive vers midi et quelques. Il nous dit, c'est bon, je suis dispo. On finissait les soins d'Alice. On arrive dans cette minuscule salle, mais de 7 mètres carrés, un bureau. Donc là, on a deux docteurs, dont la pédiatre qui suit Alice depuis le départ. On a l'infirmière Myriam qui est là et qui suit Alice aussi. Et puis on a le neurologue, donc on est tous les 6 dans ce minuscule bureau. Et donc en fait, ils commencent par nous demander ce qu'on a compris de la situation, donc on répète, voilà ce qu'on a compris sur les crises d'épilepsie, qu'on n'en meurt pas, que ci, que ça, etc. Et en fait, ils nous disent, on a trouvé ce dont souffre Alice. On a fait une deuxième ponction lombaire, puisqu'en fait la première avait été faussée par les anticonvulsifs qu'elle avait reçus à quelques heures de vie, et donc du coup ça avait faussé les résultats.
Et là, en fait, en l'espace de 5 minutes, on te dit, c'est la triple peine, en fait. On te dit que ton enfant souffre d'une maladie rare, une maladie incurable, il n'y a aucun traitement, et qu'on n'a pas d'autre solution que de la laisser partir. D'accord. Et je comprends pas ce qu'on me dit, je comprends pas, mon mari comprend pas, et je me revois encore dire, mais vous êtes en train de me dire que ma fille va mourir, parce que, enfin, ça me paraissait juste pas possible, quoi. Et ils me disent, oui madame. Alors là, tu t'effondres, je me contorsionne de douleur, je crie même pas, en fait, que ce soit moi Ismaël, c'est simple, on n'a même pas réussi à crier. Tout était à l'intérieur de nous. Ils nous parlaient, mais on était loin, on comprenait pas ce qu'ils nous disaient, et ils nous disent le nom de la maladie, l'hyperglycémie sans cétose, dont Barbare connaît pas. Ils te disent en fait que c'est une maladie métabolique, et qu'en fait c'est dû au fait que le corps d'Alice ne régule pas un acide aminé. Il le produit, mais il le régule pas. Donc il s'accumule anormalement dans le cerveau, jusqu'à intoxiquer le cerveau. Donc en fait c'est le propre corps qui s'empoisonne lui-même. Et qu'en fait il n'y a pas de traitement. Parce que dans 80% des cas, les bébés qui naissent avec cette maladie décèdent quelques jours après la naissance. Et que dans 20% des cas, ils survivent, mais avec un polyhandicap très fort, avec des crises d'épilepsie à vie, où les traitements sont vraiment des traitements palliatifs. Et en fait, ils t'expliquent tout ça, et ils te disent, et on dit, mais vous avez souvent des cas comme ça à Robert Debré, tu sais, tout est mélangé, on a un cas tous les 2 ans. Et en fait, t'apprends que t'as 2 naissances par an en France sur cette maladie. 2. Et là, je crois que c'est le chiffre qui me hante encore aujourd'hui, quoi. 2 naissances, ça tombe sur nous. Là, on sort de cette pièce, on se retrouve dans le couloir. Et là, je pensais pas de ma vie qu'il était possible de souffrir autant. J'ai l'impression qu'on m'a pris mes boyaux, mon cœur, qu'on me les a arrachés. Et on n'arrive plus à comprendre ce qui nous arrive. Et là, j'ai un des médecins. Et je le dis parce que c'est important, et souvent on dit on sait pas quoi faire dans ces moments-là. Et un des médecins qui était présent et qui nous a donné le diagnostic, elle s'assoit près de moi et elle met juste sa main sur mon épaule. Et elle reste 5 minutes, comme ça. Et elle a rien dit. Elle a juste considéré notre peine et notre chagrin en nous disant, mais, voilà, avec, entre guillemets, ce geste, je suis désolée pour vous, je peux rien faire, on peut rien faire. Et puis quand t'es médecin, que tu peux rien faire, c'est juste atroce, quoi. C'est Parce atroce. que c'est pas pour ça que tu fais ce métier-là. Bah, bien sûr. Tu viens d'annoncer à des parents qui ont eu leur enfant, 9 jours avant elle naît, et 9 jours après on sait qu'elle va mourir. Et là, la psychologue nous avait demandé assez rapidement un suivi psychologique au niveau de l'hôpital Robert C'est Debré. un bon réflexe, Ouais. c'est pas... On savait que ça nous dépassait. Ouais. On savait qu'on avait besoin d'être accompagnés, donc ils ont été présents tout de suite. Et en fait, du coup, on va voir la psychologue, et pour te dire à quel point on était en état de choc, c'est qu'on n'avait pas compris, parce que déjà il fallait qu'on comprenne qu'elle allait mourir, etc. Ouais. Et ils nous disent, en fait, on va devoir arrêter les soins. Et en fait, là... C'était aussi immédiat, en fait. Et là, tu comprends qu'en fait, c'est nous qui allons prendre la décision d'arrêter les soins. Et là, j'avais pas compris ça du tout. Donc du coup, mais comment ça, on va arrêter les soins, etc. Puis en fait, tu t'es dépossédé de ce truc parce qu'en fait, ce qu'ils te disent, c'est eux qui ont pris la décision. Ils ne veulent pas que toi, tu vives avec ça. Il y a un conseil scientifique dans des cas comme ça extrêmes qui se réunit et qui dit, il n'y a pas de traitement possible. Et donc, la seule solution, c'est d'arrêter les soins. On les arrête pas tout de suite. Déjà d'une, il faut aller revoir ton enfant et tu sais pertinemment qu'elle va mourir. Donc en fait, toutes les premières fois, ce sont les dernières. On se met d'accord avec la pédiatre. Elle nous demande, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, etc. Et elle nous dit surtout, il n'y a pas de date. On va se mettre d'accord sur une date et on va faire tout ce que vous avez envie de faire avec Alice. On va tout respecter. Donc là, on est le jeudi. Le vendredi, en fait, on décide de prendre un peu, entre guillemets, notre journée avec Alice. Je la reprends de nouveau dans mes bras pour la première fois. Les infirmières, elles nous ont fait un petit papier, en fait, fleuri. Ils avaient pris des photos d'Alice, ils avaient pris ses empreintes, ils avaient noté sa date de naissance, Alice, des trucs qui sont... je me suis effondrée quand j'ai vu ça, quoi, parce qu'ils te créent des souvenirs. Ouais. Et moi qui n'avais pas du tout pris de photos d'Alice parce que je voulais aucun souvenir de son hospitalisation, là je me dis il faut que j'en prenne, en fait, parce que sinon j'aurais rien, en fait. Malgré les tubes, malgré tout ça, il faut qu'on commence à prendre des photos. Et donc là, ils nous demandent si on veut la faire baptiser, on dit que oui.
Donc ils nous mettent en contact avec l'aumônerie. Donc on décide de la faire baptiser le samedi, en présence de mes parents, de ma sœur, parce qu'on n'a pas beaucoup de famille ici. Et donc du coup on fait cette cérémonie. Alors Inès ne vient pas, pourquoi ? Parce qu'en fait nous on voulait la préparer psychologiquement à la vue de sa sœur, et surtout qu'on ne savait pas si on allait le faire en fait. On hésitait beaucoup à le faire parce que Alice était dans un tel état branché qu'on s'est dit mais elle va être traumatisée à vie. On en a beaucoup parlé avec les psychologues et ils nous ont dit mais en fait ça va l'aider elle aussi dans son deuil, et c'est ce qui nous a décidé. Elle va avoir besoin de voir sa sœur parce que pour elle c'est pas concret, et les enfants ils ont une autre vision en fait de nous, de l'hôpital, des tubes, etc. Ils se rendent pas compte en fait de la gravité. Donc le lundi en fait ça devient leur normalité en fait, ce qui est grave pour nous est normal pour eux c'est parfois. Ça. Sauf que là le lundi tu dis que tu prends la route. Alors mon père nous a accompagnés et c'est la dernière fois que tu vas voir tes filles ensemble. Enfin c'est... Quand je dis que c'est un long chemin de croix, c'est horrible. C'était sans fin. Chaque jour, en fait, tu as ce truc, en fait, de te dire, t'y vas, c'est l'une des dernières fois que tu vas la voir, quoi. Et là, j'ai mes filles qui sont ensemble. On va voir d'abord la psy. Elle prend un poupon qui est branché, avec des tubes aussi. Elle lui explique qu'elle va voir comme ça Alice. Elle lui met une blouse avec des petits oursons. Tout ça a été préparé, mais d'une main de maître. On arrive dans ce couloir de service de réanimation néonatale. Tous les gens qui croisent Inès connaissent son prénom. Bonjour Inès, bonjour Inès. Alors elle est hyper impressionnée. Mais comment ils connaissent mon nom ? Et on lui dit, mais on parle de toi tout le temps, quoi. Et quand on arrive dans la chambre, elle a un mouvement de recul. Elle parle pas alors qu'elle est assez loquace, elle parle tout le temps. Parce que, pareil, elle est choquée. Elle a vu sa sœur, elle a eu dans ses bras. Et puis d'un coup, sa sœur, elle est dans un état grave, quoi. Et donc elle prend du recul. Et puis en fait, 5 minutes après, c'était reparti, quoi. Comme si de rien n'était. Sauf que, toi, tu sais que c'est la dernière fois. Et puis, tu as un enfant qui te teste. Et comme je disais, Inès, elle a une forte intelligence émotionnelle. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les 1 an d'Alice ? Quand ça sera son anniversaire, on va inviter qui ? Et là, tu dis, tu peux pas mentir, en fait. Et tu lui dis, t'es obligé de lui dire qu'il y aura pas d'anniversaire. Parce que sa sœur, elle va jamais rentrer à la maison. Et elle me reteste, mais on va inviter qui, etc. Et je lui dis, mais c'est pas possible, Inès. Alice, elle pourra pas rentrer à la maison parce que Alice, elle est trop malade. Et je ne prononce pas le mot mourir, je n'y arrive pas. Et quand on revient avec la psy, elle demande qu'est-ce qu'elle a vu, etc. Et puis elle lui dit, en fait, Alice, c'est comme le papy de ma maman, il a les yeux fermés. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qui est arrivé au papy de ta maman ? Il est mort. Et la psy me dit, votre fille, elle a compris qu'elle allait mourir. Ouais. Elle avait compris qu'Alice allait mourir. En te posant ces questions sur l'anniversaire, c'était sa façon de te demander si elle allait mourir, finalement. C'est ça, en fait. C'était son moyen détourné. Sauf qu'en fait, toi, en tant que parent, tu mets fin à quelque chose. Tu es obligé de lui dire. Et tu as les infirmières qui sont là. Les gens qui te regardent. Et tu peux pas mentir. Je pouvais pas lui mentir. Et en même temps, comment lui dire, quoi. Enfin, c'était assez atroce. Et donc, cette journée se passe. Et donc, le mardi, quand on revient, en fait... là, on sait qu'on va arrêter les soins d'Alice, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. En fait, si tu veux, pendant le week-end, on a essayé de se documenter sur la maladie. On est tombé sur une vidéo d'une petite fille qui vivait avec cette maladie, mais qui était handicapée à un point, qui avait des crises d'épilepsie tout le temps, qui l'envoyait à l'hôpital. Et surtout que nous, on savait que Alice, de toute façon, dans la forme la plus sévère, elle allait mourir. Et on s'est dit que le choix qu'on fait d'arrêter les soins, c'est un choix d'amour, en fait. On préfère nous souffrir que la voir souffrir elle, parce que c'était insoutenable de venir, de la voir les yeux fermés, de la voir toujours avec ses petits pieds, ses petites mains qui se contorsionnaient. C'était insoutenable. Et on a dit, on préfère souffrir nous que de la voir souffrir elle. On préfère que ça s'arrête, en fait. Et donc, ils nous ont dit, il n'y a pas d'heure. On l'a pris toute la journée, en peau à peau, sur nous. On avait même réussi 2 jours avant à lui donner un bain. Ils avaient tenu à nous faire vraiment des souvenirs qu'on partage avec elle. Cette équipe, mais c'était juste dingue. C'est chouette, Et du coup, arrive vers 18h et quelques. On avait choisi ce jour aussi parce que la pédiatre qui nous suit depuis le début, c'était son jour de garde. Son soir de garde. Et qu'on sentait qu'il fallait le faire avec elle. Et on sentait qu'elle allait nous accompagner. Elle était très douce, le docteur Boutillier. Et Myriam aussi, notre infirmière de nuit. Et en fait, on nous dit qu'en fait, on va la débrancher. Donc débrancher sa sonde respiratoire. Elle débranche petit à petit, en fait. Et on ne sait pas si ça va durer
1 minute, 1 heure ou plusieurs jours. On ne sait pas nous dire. Donc Ismaël me dit tu lui as donné la vie, je veux pas qu'elle connaisse la mort dans tes bras, donc c'est moi qui va la prendre. Et moi je m'en sentais pas capable au départ en tout cas de le faire. Et en fait elle continue à respirer par elle-même, quoi. Et elle veut pas partir. Et elle part qu'au bout de 9h15, ce qui est très très long. C'est très long. C'est très très long. Je l'ai pris quand même pendant 1 heure et elle a fini par s'endormir et finalement pas souffrir. Je m'étais fait tout un plan sur la comète, il nous avait beaucoup rassurés par rapport à ça en nous disant vous inquiétez pas. Sur la mort, Sur le la moment mort, ultime, ouais. c'est ça. Et puis parce que souvent t'as des gaz, je crois que ça s'appelle ça en fait, t'as l'impression Ouais. qu'ils prennent la respiration, c'est très impressionnant. Donc tout ça ils nous avaient préparé. On s'était vraiment beaucoup appuyé sur l'équipe médicale, ils ont répondu à toutes nos questions et nous ont dit si à un moment donné vous voyez qu'elle souffre, on lui remettra, enfin on met de la morphine. Ouais. On a demandé à un moment donné, même si on savait que ça allait du coup rallonger, mais c'était pas grave. On préférait que vraiment elle parte dans de bonnes conditions sans souffrir. Et ça a été le cas parce qu'en fait elle s'est endormie. Elle s'est endormie dans les bras de son papa et en fait il y a ce fameux 0 de son rythme cardiaque qui s'est affiché en fait en reflet sur la porte et à ce moment-là je me dis mais c'est vrai, ça va repartir en fait, je sais pas, je me dis ça va repartir et en fait on vient constater son décès. À 3h31 du matin on constate son décès. Et là, t'es dans une sorte de... Tu réalises pas, voilà, il faut faire, tu fais. On n'avait rien programmé du tout. L'infirmière vient et nous dit, on va faire la toilette. Est-ce que vous voulez la faire ? Est-ce que vous voulez que je la fasse pour vous aussi, ça ? Et on dit, non, on veut le faire. Donc on lui donne un bain, cette fois-ci, le dernier, mais sans tous les branchements. On l'habille, on la reprend dans nos bras. Et vers 6h du matin, en fait, on part et on la laisse derrière nous en fait. Et on rentre à la maison comme toute autre couple, c'était assez lunaire. Tu rentres et en fait tu te dis que c'est fini en fait, que là tu vas plus retourner à l'hôpital et que elle est plus là. Ouais. Vous avez pu organiser une cérémonie pour lui dire au revoir. Ouais, on y tenait. Organiser des obsèques, on y tenait. On l'a fait 1 semaine après. Ouais. Après, voilà, il faut aller aux pompes funèbres. C'est toute une organisation à laquelle t'es pas préparée. Ouais. Tu choisis un cercueil, tu comprends pas. On est tombé sur une dame, par contre, une crème vraiment là-dessus. Parce que les pompes funèbres, tu as tout et n'importe quoi. Et en tout cas, elle, super. Hyper, à l'écoute, etc. et tout. Et en 1 semaine, voilà, on a organisé les obsèques. Il fallait laisser le temps aussi à la famille de venir, aux amis de s'organiser, etc. Mais elle a eu une très belle cérémonie. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes et surtout que, en tout cas, nous, on avait fait le choix de voir personne durant l'hospitalisation d'Alice. Oui. Parce que, en fait, notre chagrin, il était tellement énorme qu'on pouvait pas, en fait, prendre le chagrin des autres. On pouvait pas, c'était pas possible. Déjà, quand mes parents et ma soeur sont venus, ça a été difficile, en fait, de les voir dans cette souffrance-là. Et on s'est dit, on va pas en plus, en fait, supporter ça. Et en fait, on se disait que c'était notre fille et que c'était les derniers moments de notre vie qu'on passait avec elle. Donc on a voulu en profiter pleinement en fait. Donc oui, elle a eu une belle cérémonie. J'ai réussi à faire un discours, j'ai réussi à faire des choses que je ne pensais même pas capable de faire, quoi. Que tu fais parce que c'est ton enfant et que tu te poses pas la question. Inès était là ? Inès, elle était pas là. On avait fait ce choix-là, pourquoi ? Parce que... alors je ne regrette pas, parce qu'en fait, personne nous avait revus. Et aux obsèques, en fait, c'était à la fois beau et à la fois très triste. Les gens te revoyaient depuis après 15 jours. Alors, il y avait des amis qui avaient pris le relais aussi pour la garde d'Inès, etc. Mais on savait que ça allait être chargé en émotions. Et même nous, on redoutait ce moment, en fait. Et je pense que finalement, les gens nous disent avec le recul, c'est plus nous qui les avons consolés que eux nous l'ont consolé. Parce qu'en fait, nous, ça faisait 15 jours, ça faisait déjà 3 semaines qu'on était dans cet enfer, en fait. Que c'était notre quotidien. Mais évidemment, quand tu vois des proches souffrir, tu souffres, quoi. Surtout pour cette raison-là. C'est quelque chose que tu envisages quand même rarement, ou très peu, ou même jamais. C'est ça. C'est des situations assez rares. Je sais pas si je vais dire rares, parce qu'elles sont quand même, mine de rien, assez communes. C'est ça. Mais tu n'y es pas confronté tous les 4 matins, et tu espères surtout ne pas l'être, et puis tu te prépares jamais à ça. Tu te dis pas qu'une naissance, la naissance et la mort, elles vont se côtoyer en laps de temps si court. C'est ça. En 15 jours.
pour notre cas. Enfin, tu te dis que ton enfant, il doit partir après toi, pas avant toi. Enfin, c'est tu revois ta vie d'une autre manière, en fait. Et finalement, ta vie, tu la continues pas, tu la reconstruis parce qu'il y a un tsunami qui vient de te passer dessus. Et en fait, tu repars pas comme avant. Tu repars, t'es maman de 2 enfants, mais dans les faits, t'en as plus qu'un sur Terre. Et on te pose la question, tu vois. Vous avez combien d'enfants ? Alors au début, tout ça, après, c'est vraiment ce que je veux dire aussi pour le témoignage, c'est que c'est un long cheminement et il faut pas vouloir aller plus vite que ce qu'on peut. Moi, pour la première fois de ma vie avec Alice, et je lui dois ça, je me suis écoutée. Et les gens qui disaient faut passer à autre chose, faut avancer, faut être ci, faut être ça, j'ai dit stop, quoi. Je suis suivie psychologiquement depuis le lendemain des obsèques d'Alice. La question des enfants, c'est une question qui a été pendant très longtemps un sujet. Me dire qu'est-ce que je vais dire en fait, parce que les gens sont mal à l'aise, parce que ci, parce que ça. Donc les gens ne savent pas. Ou les gens ne savent pas. Et quand les gens vont savoir qu'est-ce que ça va être quoi leur réaction, et tu vas te dire t'as pas envie de te prendre le malaise. Sauf qu'en fait aujourd'hui, au bout de 10 mois, bientôt, je préfère me prendre le malaise plutôt que rentrer chez moi et me dire en fait t'as nié l'existence d'Alice, quoi. Ça m'est insoutenable. Donc aujourd'hui, quand on me pose la question, j'en ai 2. J'ai une fille qui a bientôt 6 ans et une autre qui aura éternellement 15 jours. Et puis après, peu importe comment c'est pris, je me dis que quand tu perds un proche, que tu perds un père, une mère, est-ce que tu dis que t'as plus de mère, t'as plus de père ? Non. Tu dis qu'il est décédé. Voilà. Donc c'est la même chose pour un enfant finalement. Alors je sais que ça dérange, mais moi ça me dérange de pas en parler en fait. Je peux pas la taire et j'ai envie aussi à travers l'histoire d'Alice de contribuer à la levée vraiment du tabou autour du deuil périnatal parce que c'est juste insoutenable. Insoutenable pour des parents. Quel parent n'a pas envie de parler de son enfant ? Même son enfant mort. T'as plein de choses à raconter sur ta grossesse, t'as plein de choses à raconter sur ce que t'as vécu et tout simplement si on sait pas quoi faire, on demande et juste pas avoir les mots, c'est ok, mais en fait être dans l'écoute. On ne demande pas autre chose qu'être dans l'écoute et de raconter encore et encore l'histoire parce qu'en fait ce qui nous arrive c'est tellement intense que même nous on n'y croit pas. Voilà, on a besoin de raconter cette histoire et donc souvent quand on me demande mais je sais pas quoi dire, mais ne dis rien, sois juste là. La juste présence qu'il faut en fonction de ce dont on a besoin. J'ai apprécié les gens qui sont passés pour un café, les gens qui ont... aujourd'hui, tu vois, je porte un petit bijou avec les initiales de mes 2 filles. Tous ces petits cadeaux-là, en fait, toute cette présence qui peut être à la fois très discrète, un petit cœur le matin, tout ça, ça compte énormément. Un rappel tous les 27 du mois, elle est là, on l'oublie pas. Et alors le summum, c'est on l'oubliera jamais, elle vit en nous. Je crois que chaque parent voudrait entendre ça en fait. Hier ma collègue elle m'a dit ça, elle m'a dit on l'a jamais connue Alice, mais on t'a vue enceinte et moi je l'oublierai jamais, elle vivra toujours en moi. Elle ne sait pas quel cadeau elle m'a fait en fait en me disant ça et donc si les gens l'écoutent et ont des proches qui sont confrontés à ça, c'est de se dire que cette phrase là en fait elle nous touche, elle nous bouleverse au plus profond de nous-mêmes quoi. Tu as c'est une jolie transition mais tu disais que tu as envie de parler d'elle. Tu as créé un compte Instagram qui s'appelle Parlez-moi d'elle. Tu l'as fait pour ça ? Ouais. En fait, je me suis coupée des réseaux sociaux pendant 6 mois. Je suis revenue parce que j'avais entendu l'histoire de Pauline de 9 mois 9 jours, qui avait créé ce compte pour Elias. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai envie de faire la même chose, en fait, raconter l'histoire d'Alice, parce que je sais que les témoignages, c'est ce qui m'a le plus aidée dans tout ce parcours-là, en plus du groupe de parents endeuillés aussi que je suis. Mais de voir des témoignages, de pouvoir discuter, parce qu'il y a une forte communauté de mamanges, en fait, sur Insta et sur d'autres réseaux sociaux. Et en fait, j'ai mis longtemps à me dire, mais je vais raconter un truc qui est hyper, finalement, intime. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec cette notion. Mais je le fais vraiment pas pour ça en fait. Je le fais parce qu'aujourd'hui je sais que ça aide certains et je le sais parce qu'on est en contact tous les jours avec d'autres parents qui ont vécu ça et que j'ai envie de vraiment de se dire c'est arrivé. Effectivement ça arrive, mais on a le droit d'en parler. Et le nom de ce compte Parlez-moi d'elle, c'est vraiment c'est à la fois un cri d'amour, un cri de désespoir, de tristesse, de tout ce que tu veux, mais c'est profondément ce que ressentent en fait chaque parent. C'est parlez-nous d'eux en fait. S'il vous plaît, parlez-nous d'eux, ne les taisez pas, parce que ça, c'est ce qui est le plus insoutenable. J'ai trouvé, c'est vrai qu'il est fort, ce nom de compte Instagram, parce que c'est ce qui m'a aussi touchée, au-delà du prénom, bien sûr, mais c'est ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, ce parlez-moi d'elle, parce que c'est vraiment ça, quoi. Et c'est pour ça que je t'ai proposé
cette interview parce que j'avais envie de parler d'elle. C'est gentil. Parce qu'elle a existé et qu'elle existe là. Et tu as fait quelque chose cet été. Ouais. Je vais peut-être pleurer. Mais tu as fait quelque chose cet été. Tu peux nous parler du projet que tu as mené en fait cet été? Bah vraiment c'est parti de rien à la base. En fait, comme je te disais, je suis en contact avec d'autres mamans et j'ai eu la chance de partir en Bretagne cet été et j'étais sur la plage et en fait j'ai commencé à écrire le prénom de certains enfants partis trop tôt de mamans que je connaissais. Je leur ai envoyé et en fait comment te dire, tu reçois des réactions mais que l'enfant vive au-delà en fait du cercle de parents, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a pensé à lui, qui a écrit ce prénom. En fait, j'ai reçu tellement d'amour que je me suis dit, mais à un moment donné, j'ai commencé en fait à le faire. Et puis c'est vraiment une maman qui m'a dit, mais tu devrais lancer un mouvement, tu devrais lancer un truc. J'avais même pas pensé en fait au final. Et puis un matin, tu vois, bim, je me suis dit, mais ouais, un été avec nos étoiles, quoi. Je lance le hashtag, je commence à le faire en fait à titre personnel moi, parce que voilà, mais vraiment avec cette envie de rendre hommage à ces bébés qui sont partis trop tôt. Et je prends le nom de tous les mamans avec qui je suis en contact et j'écris le prénom. Je vais sur la plage, je me lève tôt, 7h du mat, tu me vois la folle en train d'écrire les prénoms tout le long de la plage. Les gens devaient se dire, si les gens savaient l'histoire en fait, derrière, je me dis. Et du coup, je prends en photo et je tag ces personnes en fait et je reçois tellement d'amour. Et ça m'encourage à continuer. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, cette initiative, elle a été au-delà de moi, en fait. Les gens m'ont contacté pour me dire, je suis à la plage, est-ce qu'il y a des noms? Parce qu'au bout d'un moment, j'y étais plus. Bah oui. Est-ce qu'il y a des noms à inscrire? Moi aussi, je connais une amie. Moi aussi, ma sœur. Est-ce que tu peux écrire le prénom? Et en fait, c'est arrivé comme ça. Et ça a même continué d'autres personnes qui ont repris. Ouais. Et c'était juste... c'était incroyable, quoi. Donc, il y a 88 prénoms qui ont été inscrits, en fait, sur la plage cet été. Et ça m'a fait un bien fou de faire quelque chose, finalement, de beau pour ces enfants, en fait, qui sont partis trop tôt. Et surtout pour dire, ils ont existé, en fait. Oui. On a envie de parler d'eux aussi. Ils ont existé. Et ce que je veux dire aussi, c'est que oui, on parle de mort. C'est horrible. Mais derrière toutes ces histoires, il y a des histoires d'amour, en fait. Il y a vraiment des histoires d'amour. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, quoi, de valoriser. C'est une histoire d'amour, en fait. Merci beaucoup, Yolanda, pour ce témoignage. Bah, si on veut te suivre, parce que tu racontes l'histoire d'Alice aussi avec des mots qui sont très forts, qui sont différents de ce que tu viens de nous dire, parce que ce sont des mots à l'écrit et c'est encore une autre façon de vivre l'histoire. Donc c'est sur Instagram. Oui. Le compte s'appelle Parlez-moi d'elle. Il y a des tirets, je crois. Parler, et après t'as un petit tiret je peux dire si c'est pas un trait d'union, mais le bas, celui du bas, ouais. Et moi, d'elle, tout attaché, voilà. Eh ben, on va aller suivre ça. Merci, je suis ravie d'avoir fait vivre Alice pendant 7h20. Hein. Je ne fais plus de podcast d'une heure, ça n'existe plus sur Prenons un café. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et nous non plus on l'oubliera pas, Alice, tu sais. C'est gentil, merci beaucoup. Ce podcast vous a plu? Le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram @Elise_Prenons un café, mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Autour d'un café. Taxi fare, the fanny's in the chasing, and the fanny's what I mean.